Voilà, on va commencer. Bonjour. Alors, je voudrais juste commencer par quelques mots sur l'organisation du cours pour les élèves qui suivent à distance, qui est très difficile, je m'en rends bien compte. Pour l'inscription du cours, je vous l'avais dit au premier cours, mais je vais le répéter, il faut que vous envoyiez un mail à Dominique Bidois. Donc, je vous redonne ici son mail, donc dominique.bidois@collège de France, collège-de France, qui est un tiret aussi, .fr. Donc ça, c'est pour s'inscrire pour l'organisation des oraux. Donc, comme je vous l'avais dit pendant le premier cours, les oraux auront lieu le 24 mars. Donc, on vous enverra un mail je vous enverrai un mail pour vous expliquer l'organisation des oraux, comment on fera, ce qu'il vous faudra apporter, notamment le rapport pour le challenge que vous aurez organisé. Donc, je vous rappelle juste que soit vous pouvez faire ce projet seul ou en binôme, et donc les oraux seront organisés avec au moins 2 membres du jury pour discuter, que vous puissiez leur expliquer le travail que vous avez fait sur le challenge que vous avez choisi. Donc voilà, juste pour vous rappeler d'envoyer ce mail, et vous recevrez un mail probablement la semaine prochaine déjà pour vous donner des informations sur l'organisation. Donc je vais sinon reprendre le cours. Donc on était arrivé à la transformer en ondelette parce qu'on a repris l'étude de ce triangle entre la régularité, la parcimonie et les approximations en basse dimension. Et ce qu'on a vu, c'est que pour beaucoup de types de données, la notion de régularité ne pouvait pas être simplement une régularité uniforme, parce que la plupart des données, que ce soit des images, des signaux audio, financières, etc., il y a de la structure, et notamment ces structures apparaissent à travers des formes de transitions brutales. Et c'est ces transitions brutales, généralement, qu'on veut pouvoir représenter, parce que c'est là qu'il y a l'information. J'avais donné, par exemple, l'exemple des contours dans des images. Donc, on se retrouve dans une situation où la régularité n'est plus uniforme, mais s'exprime par le fait qu'il y a des transitions, mais il n'y en a pas énormément. Donc cette notion de régularité ne va plus être une notion de régularité globale, mais va être une notion de régularité locale. Et il va falloir pouvoir caractériser en chaque point les différents types de régularité en un point V0 ici qu'on rencontre dans le signal. Et puis il va falloir pouvoir exploiter le fait qu'éventuellement des phénomènes transitoires, il y en a, mais il n'y en a pas trop, pour pouvoir construire des représentations parcimonieuses. Donc la représentation ici va nécessiter la construction de bases, et c'est là qu'on va voir apparaître ces bases orthogonales d'ondelettes, et à partir de là, on va pouvoir construire des approximations de basse dimension à partir de ces bases. Donc, à nouveau, je vais regarder ce triangle en attaquant le triangle à partir du point de vue de la régularité. C'est-à-dire essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut exploiter cette régularité locale pour pouvoir construire des représentations parcimonieuses. Et puis ensuite, on regardera cette équivalence qui va nous terminer l'équivalence du triangle. Et donc ici, à nouveau, on va prendre un point de vue non linéaire, parce que pour pouvoir construire des représentations parcimonieuses à partir d'événements qui peuvent arriver n'importe où, il va falloir s'adapter à la structure du signal. Donc, le premier point que j'avais commencé à voir la dernière fois, c'est d'être capable de caractériser cette notion de régularité locale. Donc là, on va se placer au voisinage d'un point V0, et ce qu'on voudrait, c'est comprendre le comportement du signal de la fonction des données. Et pour ça, il y a la notion de régularité lipschitzienne que je vais vous rappeler ici. Donc l'idée, c'est que comment est-ce qu'on peut regarder si une fonction est localement régulière
au voisinage d'un point V0? Eh bien, tout simplement en essayant de faire une approximation polynomiale de cette fonction. C'est-à-dire qu'on va prendre la fonction qui est une fonction, excusez-moi, ma fonction ici c'est x de u, et puis au voisinage d'un point ici V0, je vais essayer de l'approximer par la meilleure approximation polynomiale possible. Donc, je vais a priori, donc on va définir ici la notion d'une fonction Lipschitz alpha en un point V0. Et ce que je vais supposer ici, c'est que alpha est compris entre deux entiers m-1 et m. Alors pour voir ça, ce qu'on fait, c'est qu'on approxime la fonction au voisinage du point V0 par un polynôme PV0, où ce polynôme ici, PV0 de U, ça c'est l'axe U, est de degré m-1. D'accord? Donc ce que je fais, c'est que j'essaye localement d'approximer ma fonction par un polynôme. Ça va être tout simplement les séries de Taylor. Et ensuite, on regarde l'erreur. Et si l'erreur est plus petite que la distance entre le point U et V0 à la puissance alpha, donc s'il existe une constante C positive telle que pour tout U dans un voisinage, même on va prendre pour tout U pour être simple, pour tout U, x de U moins l'approximation polynomiale est de l'ordre de U moins V0 à la puissance alpha, alors on dira que la fonction est Lipschitz alpha au voisinage de ce point. Donc, les notions de régularité locale en général, ça peut toujours être vu comme des erreurs d'approximation polynomiale. Et vous le savez, ça c'est le développement de Taylor qui vous dit que si par exemple la fonction est m fois continuellement dérivable, eh bien à ce moment-là, cette erreur, elle va être vraie avec un exposant alpha est égal à m. Donc la notion de dérivabilité peut être vue comme une façon de contrôler les erreurs d'approximation polynomiale. Simplement là, alpha, ce n'est pas forcé d'être un réel. Ce n'est pas forcé d'être un entier. Vous pouvez définir cette notion de régularité pour n'importe quel exposant alpha. Et donc, une fois qu'on a défini cette notion de régularité, on peut regarder si une fonction est Lipschitz alpha en n'importe quel point, et éventuellement l'exposant alpha va pouvoir dépendre du point. Donc ça, c'est la notion de régularité locale. Maintenant, si vous avez une fonction qui est très régulière, ça veut dire donc que l'exposant alpha va être grand, et vous devriez pouvoir l'exploiter par le fait que comme la fonction peut bien s'approximer avec un polynôme, vous allez être capable d'approximer la fonction avec relativement peu de paramètres. Et donc, question, comment est-ce qu'on va réussir à faire ça lorsque l'exposant alpha change en fonction de l'endroit? Si vous avez une fonction qui est uniformément régulière, ça veut dire que l'exposant est le même, et donc ceci va être vrai pour n'importe quel V0, c'est-à-dire en tout point sur tout un intervalle. Si vous avez une fonction dont la régularité varie, eh bien l'exposant va varier. Donc l'étape d'après, c'est d'essayer de caractériser cette régularité locale. Et ce qu'on a vu, c'est que pour caractériser la régularité locale, puisque c'est localement une propriété qui peut être vue comme une propriété de dilatation, on va utiliser des ondelettes. Donc je vous rappelle l'idée de la transformer en ondelette, c'est qu'on prend une fonction que ici j'appelle psi de u, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dilater cette fonction. Donc il y a un facteur de renormalisation, ça c'est l'échelle et c'est le facteur de dilatation, S, et on va la translater pour n'importe quel point V. Donc je vais prendre toute les familles de fonctions pour n'importe quelle localisation de mon ondelette. Donc je vais avoir des petites ondelettes qui vont se balader comme ça, un peu n'importe où pour n'importe quel point V. Et puis si je change l'échelle, par exemple j'augmente S, l'ondelette elle est localisée en V, mais elle devient plus large. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces ondelettes? On va regarder les variations locales de la fonction. Donc les variations locales, ça va être donné par la transformée, en anglais, ondelette, ça se dit wavelet, donc W, de la fonction x en un point V à une échelle S. C'est tout simplement donc le produit scalaire entre x
et l'ondelette. Donc, généralement, on la note psi de Vs pris en U. Donc, psi localisé en Vs pris en U. Donc, ça, c'est l'intégrale de x de U. Je vais supposer ici que mon ondelette est réelle. Donc, il n'y a pas de complexe conjugué. Psi de U moins V sur S du. Alors, une observation, c'est que ça peut aussi se voir comme une convolution. Un produit scalaire avec une fonction translatée, si j'introduis la fonction psi S tilde de U, qui est 1 sur racine de S, psi de moins U sur S, eh bien ça peut être vu comme psi S tilde, donc le S, et ça disparaît, de V moins U. C'est la même chose. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que ça peut se voir comme un produit de convolution entre le signal et l'ondelette qui est maintenant vue comme un filtre pris en un point V. Donc on fait en quelque sorte du filtrage. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'ondelette est localisée, elle va localement, quand on va calculer un tel produit scalaire, calculer la variation. Évidemment, les variations, elles vont être très fortes là où la fonction est irrégulière. Et donc on devrait pouvoir relier l'amplitude de ce coefficient à la régularité locale. D'accord? Donc ça, c'est le point clé. Alors là, vous voyez un exemple d'une transformée en ondelette. Et ce qu'on voit ici, en haut, donc c'est un exemple d'ondelette. Donc c'est une fonction, comme vous voyez, qui va varier. Ça, en l'occurrence, c'est la dérivée seconde d'une gaussienne. Vous voyez sa transformée de Fourier. Ce qui est important, c'est que l'ondelette est de moyenne nulle. Et on va voir qu'on va imposer plus que ça. Alors, je dis qu'on va imposer plus que ça parce qu'on va imposer ce qu'on appelle des moments nuls. Des moments nuls, ça veut dire que non seulement l'intégrale de l'ondelette est nulle, mais on va imposer que l'intégrale de l'ondelette contre des monômes, et on va dire qu'elle a m moments nuls, tant que k est entre 0 et grand M, cette intégrale vaut 0. Alors pourquoi est-ce qu'on impose ça? Ça veut dire que l'intégrale de l'ondelette en particulier, contre n'importe quel polynôme de degré plus petit que -1, que m-1, parce que ça c'est vrai pour tout k strictement plus petit que m, va être nul. Pourquoi? Parce qu'un polynôme de degré plus petit que m-1, ça s'écrit comme une combinaison linéaire de ces monômes. Ces intégrales sont toutes nulles, donc ça va être nul. Pourquoi c'est important? Parce que d'une certaine manière, ça veut dire que l'ondelette ignore la partie polynomiale d'une fonction. Donc comme elle va ignorer la partie polynomiale, elle va être sensible qu'à l'erreur, et si l'erreur est toute petite, le coefficient d'ondelette va être tout petit. Intuitivement, ça revient à dire, si la fonction est très régulière, si vous calculez une variation locale, eh bien l'intégrale, la corrélation, va être toute petite. Donc ça, c'est une propriété qui va être importante. Et la conséquence de ce type de propriété, c'est quoi? C'est que si vous prenez une fonction comme la fonction que vous voyez ici, vous voyez que là, il y a deux transitions très fortes des discontinuités. Ce que vous voyez ici, c'est les coefficients d'ondelette qui sont montrés dans un plan où, horizontalement, vous avez l'axe, disons, du temps qui correspond à l'axe de la fonction x de u, et puis ensuite, vous avez l'axe des échelles. Alors ici, l'axe des échelles est montré sous forme logarithmique. Là, je vais le montrer linéairement. Et si vous vous mettez au voisinage d'un point V0, eh bien, à une échelle S, ici, l'ondelette, elle a une taille qui est comme ça. Tant que vous translatez l'ondelette et que l'ondelette va en quelque sorte voir la singularité sur son support, ça va produire un grand coefficient. Donc vous allez voir apparaître des cônes, comme ceci, de grands coefficients au voisinage des singularités. Et puis partout dans les zones ici où la fonction est très régulière,
eh bien, puisque votre ondelette oscille, elle va calculer une variation locale qui va être négligeable. Donc vous allez avoir des tout petits coefficients. Les coefficients que vous voyez apparaître ici en gris, c'est des coefficients qui sont quasiment nuls. Vous les voyez ici. D'accord ? Et puis les grands coefficients, vous les voyez ici, ils définissent ces cônes en blanc si les grands coefficients sont positifs ou noirs s'ils sont négatifs. D'accord ? Et puis là, vous voyez, il y a au départ des grands coefficients et puis ça tend très vite vers 0 parce qu'en fait, la fonction est régulière, on va voir là. Là, vous voyez une autre singularité. Et puis là, vous avez une fonction qui est presque partout non dérivable. En fait, c'est la réalisation d'un mouvement brownien. Et vous voyez apparaître plein de petits cônes et plein de grands coefficients qui apparaissent. C'est-à-dire que quand l'échelle tend, ça c'est l'échelle, va devenir de plus en plus petite, c'est le log de l'échelle, donc le log devient très négatif, eh bien, vous allez avoir des espèces de cônes qui vont diverger dans tous les sens, ce qui représente votre structure très irrégulière et qui en même temps a des propriétés multi-échelles qui vont apparaître. Donc en quelque sorte, quand on regarde ce plan, on voit apparaître, on développe à toutes les échelles la propriété de ces fonctions sous forme de cette image continue. Donc, je vais revoir les propriétés de cette image, c'est-à-dire comprendre en quoi est-ce que ce qu'on voit là est caractéristique des différentes singularités et notamment de la régularité lipschitzienne. Et dans un deuxième temps, on va voir comment on peut prendre cette image et la contracter sous forme d'un nombre minimum de coefficients qui vont correspondre à une forme d'échantillonnage uniforme de cette image qui vont définir une base orthonormale. Et on va voir comment on va construire ces bases orthonormales. Donc ça, c'est le programme. Et donc on va commencer par la caractérisation de cette régularité lipschitzienne. Alors, j'avais donné la dernière fois un premier résultat simplifié que je vais redonner ici de façon un peu plus fine, parce que ça, c'est quand même un résultat important. Il y a un très joli théorème qui a été notamment démontré par Stéphane Jaffard, qui caractérise de façon complètement ponctuelle, c'est-à-dire en chaque point, la régularité de la fonction. Donc, il y a d'abord une condition qui est nécessaire, c'est-à-dire si x est Lipschitz alpha en un point V0, alors il existe une constante telle que si je regarde l'amplitude de la transformée en ondelette en un point V et à une échelle S, eh bien ça, quand l'échelle va tendre vers 0, ça va décroître comme l'échelle à la puissance alpha plus 1,5, c'est-à-dire que plus la régularité est grande, plus on va avoir des coefficients qui vont tendre vite vers 0, multiplié par un facteur. Et alors là, vous allez voir apparaître le cône, c'est la différence entre V moins V0 sur S, et là, il y a un exposant alpha. Et alors, ça, on va le démontrer, ça se démontre en 4-5 lignes avec un changement de variable. On va le faire, on l'avait déjà fait, mais on va le faire de façon un peu plus générale ici. Mais inversement, et c'est là que c'est là vraiment la beauté du résultat, c'est que si vous avez cette propriété, mais avec une condition un tout petit peu plus forte, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un exposant qui est plus grand que alpha prime, plus grand que alpha, tel que je vais avoir exactement le même exposant ici de décroissance, mais j'ai besoin sur le cône d'un exposant un tout petit peu plus grand. Alors, x est Lipschitz alpha en V0. Donc, et excusez-moi, je vais prendre ici alpha qui va être plus petit que m, et j'ai besoin comme hypothèse, c'est que psi a m moment nul. Et on va voir pourquoi c'est important. Donc, ce résultat, il vous dit quoi? Il vous dit
quand l'échelle tend vers 0, je vais avoir une décroissance qui dépend de l'exposant alpha. Alors ça, on le voit très bien ici. Regardez, à grande échelle, ici, si je me mets à grande échelle, cette composante ou celle-là, elle peut sembler aussi régulière. Là, j'ai une transition de 0 à 2, et puis là, j'ai une transition de 2 à 0. Si je me place à très grande échelle, j'ai une variation ici qui est tout aussi, disons, brutale que celle-là. Mais quand je commence à aller vers des petites échelles, qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici que en fait, cette transition elle est complètement concentrée en ce point et en ce point. Et si je regarde l'amplitude des coefficients d'ondelette, elle décroît très doucement, c'est-à-dire que les couleurs restent assez fortes. Alors que si je me mets là, eh bien, à grande échelle, j'ai une transition forte, mais quand l'échelle tend vers 0, vous voyez l'amplitude des coefficients d'ondelette, ça croît vers 0. Gris, c'est 0. Ça veut dire qu'en fait, cette fonction, elle est en ce point beaucoup plus régulière. L'exposant alpha est en l'occurrence plus grand que 2, parce que vous avez une fonction qui est de au moins 2 fois continuellement dérivable. De même ici, à grande échelle, vous voyez une transition, et quand vous convergez vers les petites échelles, vous voyez que la transition, elle est ici exactement, et qu'elle est assez irrégulière parce que la décroissance est lente. Pareil, ici, vous avez une transition très brutale, et puis en tous ces points, vous voyez ces espèces de transitions. Alors, à quoi ça correspond ce U moins V0? Eh bien, V moins V0, ça correspond au fait que vous allez vous placer en un point V0, et vous allez regarder tous les points V moins V0 sur S plus petit que 1. À ce moment-là, si vous êtes dans ce cône, la composante ici qui va dominer, c'est le 1, et donc les coefficients vont décroître à cette vitesse-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a aussi besoin de contrôler ce qui se passe sous le cône avec cette composante? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des singularités un peu plus pernicieuses que des singularités de ce style comme ça. Vous pouvez avoir des singularités qui sont dues à des phénomènes oscillants. Si vous prenez la fonction sinus 1 sur U, d'accord, c'est une fonction qui est partout bien régulière, mais vous avez une accélération de la fréquence, et donc la fonction, elle va être discontinue en 0 à cause de l'accélération de la fréquence. Des phénomènes comme ça, en fait, dans le domaine des ondelettes, ils arrivent par le côté, parce que vous voyez que c'est sur le côté que l'oscillation accélère, et on voit des grands coefficients qui apparaissent ici, et c'est pour ça qu'il y a ce terme qui est là pour le contrôler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démontrer ça. On ne va pas démontrer l'inverse, par contre, qui est beaucoup plus technique à démontrer. Par contre, ah oui, alors, ça c'est un commentaire que je voulais faire. Il y a des notes qui sont sur le site web, qui ont été faites par Jean-Éric Campagne, que je voudrais remercier ici, donc qui reprennent les notes de tout le cours. Et donc, si vous voulez voir tous les détails techniques, des démonstrations, etc., il a tout rédigé, donc vous pouvez récupérer ces notes. Et il y a en plus donc, les pointeurs sur le livre que je vous ai indiqué. Vous pouvez récupérer les chapitres, et il y a toutes les démonstrations, et notamment l'inverse. Donc, je vais commencer ici par, pour essayer de voir d'où vient ce résultat, le calcul de la condition qui est une condition nécessaire. Donc, si vous calculez la transformée en ondelette, ça veut dire que vous allez calculer cette corrélation entre votre fonction et puis l'ondelette. D'accord? DU. Ça, c'est à transformer en ondelette. Maintenant, ce qu'on connaît, c'est l'écart entre x et un polynôme. Ce que je sais, c'est que l'intégrale d'une ondelette psi de u, ici, avec n'importe quel polynôme, donc en particulier le polynôme qui approxime ma fonction au voisinage de 0, vaut 0. Maintenant, si je prends mon ondelette, et ça c'est vrai pour n'importe quel polynôme, et je la translate et je la dilate, ce que je dis, c'est que ça va toujours être vrai. Pourquoi? Parce que si vous faites un changement de variable u' égale u moins v sur s, vous allez avoir l'intégrale de psi de u', p, u, c'est su' plus v, su' plus v, du', et ça,
ça va être égal à 0, et le du', c'est du, donc j'ai un facteur s ici, mais ça vaut 0. Donc ça veut dire que ce qu'on voit, c'est que comme ceci vaut 0, et que ça c'est égal à ça, cette intégrale, elle vaut 0. Donc en fait, une ondelette dilatée, pardon, pourquoi ça vaut 0? Parce qu'un polynôme dilaté, translaté de degré m, c'est toujours un polynôme. D'accord? Donc comme ça, c'est un polynôme de degré, en l'occurrence, excusez-moi, m-1, l'intégrale contre l'ondelette vaut 0, et donc comme ça, c'est égal à ça veut dire que cette intégrale vaut 0. Donc, quel est l'intérêt? C'est ce que je vous disais, l'ondelette, elle ne voit pas le polynôme, donc je peux toujours soustraire le polynôme à x, et je ne change pas la valeur du coefficient d'ondelette. Maintenant, je peux regarder ce que vaut le module du coefficient. Le module du coefficient, c'est le module de l'intégrale, et c'est plus petit que l'intégrale des modules. Donc là, j'ai un premier module, et là, j'ai un deuxième module. Et maintenant, on va appliquer le fait que la différence est plus petite que u moins v0. Donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de u avec la constante c qui sort, moins v0 à la puissance alpha. Et là, j'ai 1 sur racine de s, psi de u moins s, moins v sur s, pardon, du. Maintenant, on va faire le changement de variable pour essayer de faire apparaître l'ondelette ici. Donc, même changement de variable, je prends u' égale u moins v sur s. D'accord? Donc ça veut dire que u, c'est SU' plus V. Donc ici, je vais avoir l'intégrale de SU' plus V moins V0, le tout à la puissance alpha. Là, je remplace simplement. Là, je vais avoir un 1 sur racine de S, et puis psi de U', et puis le du, c'est S du'. Donc, maintenant, je vais prendre cette composante-là. Il y a une propriété toute simple, c'est que a plus b à la puissance alpha, c'est plus petit que le plus grand des deux, ou deux fois, c'est-à-dire 2 puissance alpha, a puissance alpha plus b puissance alpha. Donc si j'applique ça ici, je vais avoir l'intégrale de SU', donc j'ai un 2 puissance alpha qui sort, à la puissance alpha, plus V moins V0 à la puissance alpha. Et puis, le 1 sur racine de S fois S, ça va me donner un racine de S au dénominateur, psi de U', du'. OK. Maintenant, je vois apparaître mes deux composantes. La première composante, ça va me donner un, donc j'ai toujours ce 2 puissance alpha. Excusez-moi, j'ai une constante C aussi que je n'avais pas mis là. J'ai la constante C. Et je vais avoir la première composante qui est le SU'. Le S à la puissance alpha, je peux le sortir. Et comme j'ai un racine de S, ça va me donner S puissance alpha plus 1,5 fois l'intégrale de U' sans alpha psi de U', du'. Et puis il y a la deuxième composante qui est celle-ci. Et ça va être... Alors, j'ai à nouveau un S puissance alpha, donc plus 1,5, donc je peux le mettre en facteur. Et je vais avoir un V moins V0 à la puissance alpha sur S. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je mets un sur S ici, et ça me permet de faire sortir le S puissance alpha ici. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai un V moins V0 sur S, et puis j'ai l'intégrale, excusez-moi, là ça devient tout petit, de psi de U' du' qui apparaît ici. Le point, c'est qu'on retrouve ça avec une constante, V moins V0 sur S, fois une autre constante, je factorise les constantes, et j'obtiens exactement la première équation qui est là-bas. D'accord? Donc, on voit les deux termes qui apparaissent ici, et
encore une fois, la beauté du résultat, c'est que c'est quasiment une condition nécessaire et suffisante, sauf que l'inverse est plus technique à démontrer. Alors, pour démontrer l'inverse, qu'est-ce qu'il faut? Il faut partir des coefficients d'ondelette et revenir à la fonction. Et pour ça, il va falloir démontrer en particulier que la transformée en ondelette est inversible. Ça, c'est la base. Et donc, ça, c'est un des éléments pour l'instant qui nous manque pour faire l'inverse. Donc, ce résultat, il nous permet d'interpréter cette image, mais là, on est très très loin d'une représentation parcimonieuse ou une représentation en basse dimension. Pourquoi? Parce qu'au contraire, on a pris un signal monodimensionnel et on l'a transformé en image. Donc l'étape d'après, c'est de prendre cette transformée en ondelette continue et d'en faire quelque chose de beaucoup plus compact et donc d'essayer de discrétiser les éléments. Donc, ce qu'il y a derrière tout ça, pour reprendre d'une certaine manière un peu l'histoire de ce sujet, donc l'idée de prendre une fonction comme ça et la développer sous forme d'une transformée en ondelette continue, il y a en particulier deux chercheurs qui sont au cœur de tout ça, qui s'appellent Jean Morlet et Alex Grossman. Alors, Alex Grossman était un physicien et donc a introduit. Donc, l'idée au départ venait de Jean Morlet, qui était un géophysicien. Pourquoi? Parce que l'idée d'une ondelette, c'est par analogie aux ondelettes qu'on envoie dans le sous-sol et qui vont revenir, qui vont donner une image du sous-sol. L'idée de Jean Morlet, ça a été de dire pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas des petites ondelettes dans le sous-sol qui seraient dilatées? Et pourquoi le mot ondelette? Parce que en géophysique, quand on envoie une onde dans le sous-sol, on appelle ça une ondelette. Donc ça, c'est le lien avec la géophysique. Et puis, il y a une collaboration avec Alex Grossman qui a vu le lien avec la physique, et notamment les notions d'état cohérent en physique quantique. Ça, c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé l'année dernière. Et donc, il y a eu une collaboration pour montrer qu'effectivement, ce genre de représentation permettait de capturer des éléments importants dans le signal. Et puis ensuite, il y a eu un lien avec l'analyse harmonique, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a un certain nombre de mathématiciens qui ont réalisé qu'en fait, ces outils-là étaient très proches d'outils qu'on utilisait. Et il y a eu une forme de catalyse scientifique parce qu'il y a des gens de tous les domaines qui ont commencé à réaliser qu'au fond, c'était des outils très proches des outils qu'ils utilisaient, parce que regarder une fonction ou un signal à différentes échelles, c'est quelque chose de très naturel. Alors, la première question d'un point de vue mathématique que je voudrais essayer de regarder ici, c'est comment on va discrétiser ça. On va commencer par limiter le nombre d'échelles. Et comment on va limiter le nombre d'échelles? Les échelles, on va les prendre sous forme de puissance de 2. Alors, évidemment, quand on fait ça, on ne veut pas perdre de l'information. Donc, limiter puissance de 2, ça veut dire qu'on va simplement regarder des lignes ici de cette image. Alors, comment faire ça? Il y a un résultat qu'on va montrer qui est simple et qui va faire le lien notamment avec le traitement du signal pour montrer qu'en fait, on n'a pas besoin de toutes ces échelles, mais il faut quand même que du coup l'ondelette soit bien structurée pour ça. Et des bonnes propriétés. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est discrétiser cette image et je vais commencer par le faire en limitant les échelles. Donc, ce qu'on va regarder, c'est des ondelettes qui sont maintenant simplement dilatées par des facteurs 2. Maintenant, rappelez-vous, la transformée en ondelette, donc ici à une échelle de puissance j, je peux la voir comme un produit scalaire, mais je peux aussi la voir comme une convolution avec le filtre pris au point V, où je vous rappelle que le filtre, c'est tout simplement l'ondelette, sauf qu'il y a un signe moins qui apparaît, dilatée, avec mon facteur de normalisation. OK. Et donc, à partir de ça, je voudrais revenir, excusez-moi, la fonction c'est x, à x. Et donc la question que je me pose, est-ce que c'est inversible? Alors quand vous voyez ça, immédiatement, on a envie de passer sur la transformée de Fourier parce que c'est un produit de convolution. Donc calculer la transformée de Fourier de ceci
par rapport à la variable v. Donc j'appelle avec un chapeau toujours mes transformés de Fourier. Oméga, c'est la variable de fréquence. Et comme vous le savez, un produit de convolution dans le domaine de Fourier, c'est un produit tout simple. Donc ça va être la transformée de Fourier de x fois la transformée de Fourier de cette fonction. Cette fonction, c'est une ondelette qui est dilatée. Quand vous dilatez une fonction, la transformée de Fourier, elle est dilatée par le facteur inverse. C'est-à-dire que la transformée de Fourier de ceci, si je l'écris comme ceci, oméga, eh bien, psi de u sur 2 puissance j, ça va me donner un psi de 2 puissance j oméga. Ça va faire sortir un 2 puissance j fois le 1 sur racine, donc j'ai un racine de 2 puissance j. Et parce que là j'ai un moins u, vérifiez que c'est complexe conjugué. Alors ça, c'est le genre d'exercice, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, qui vaut vraiment le coup de faire. Et donc, vous savez que ça va vous donner racine de 2 puissance j, complexe conjugué de 2 puissance j oméga. Et maintenant, posée en Fourier, la question c'est est-ce qu'avec ça, je peux récupérer x de oméga? Là, maintenant, le problème ne devient pas très compliqué, parce qu'on peut regarder la transformée de Fourier de l'ondelette. Comme j'impose que l'intégrale de l'ondelette vaut 0, en particulier, ben ça, c'est équivalent à dire l'intégrale d'une fonction, en fait, c'est la valeur de la transformée de Fourier en 0. Parce que la transformée de Fourier, c'est l'intégrale de la fonction contre une exponentielle avec une fréquence. Là, à la fréquence 0, l'exponentielle vaut 1, c'est donc l'intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transformée de Fourier de l'ondelette, je sais qu'elle vaut 0 en 0. Donc ça va être quelque chose qui vaut 0, qui va monter, puis qui va descendre. Ça va être un filtre passe-bande. Et là-haut, vous voyez une ondelette. Et sa transformée de Fourier, on voit bien que sa transformée de Fourier, ça a une tête de filtre passe-bande, c'est-à-dire ça vaut 0 à la fréquence 0, ça monte, et puis ça va finir par descendre. Et l'ondelette, elle est bien localisée en espace. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends mon ondelette et je la dilate. Je définis toute une famille de filtres qui vont être dilatés par des facteurs de puissance j. Donc, si 2 puissance j est plus grand que 1, dans le domaine spatial, ça veut dire que je dilate l'ondelette, mais dans le domaine fréquentiel, ça veut dire que je la contracte. Donc, si 2 puissance j est plus petit que 1, vous allez avoir des ondelettes qui vont avoir peut-être comme ça, puis comme ça. Ça, c'est 2 puissance j plus petit que 1. Et 2 puissance j plus grand que 1, ça va vous donner la même chose, mais plus dilaté. Et donc, vous allez avoir des familles, comme ceci, de filtres psi de 2 puissance j oméga. Et la question, c'est si vous connaissez ce produit, est-ce que je peux récupérer x de oméga? La réponse, elle est assez évidente maintenant, c'est oui, à condition que le produit ne laisse aucun trou, de manière à ce qu'à travers le produit, je puisse récupérer x de oméga. X de oméga, ça va être quoi? Ça va être une fonction dont la transformée de Fourier, comme ceci, décroît. Si vous connaissez la valeur du produit avec toutes ces fonctions-là, vous devriez pouvoir récupérer x de oméga. Et donc ça, c'est ce qui est donné par le théorème qui suit, que j'avais déjà donné dans le passé, mais que je redonne ici parce que ça donne la première étape pour comprendre ce qui va se passer quand on va calculer des transformés en ondelettes orthogonales. Donc, le théorème, il dit, on va se placer dans un cadre simple. Si je suppose que la somme des psi de 2 puissance j oméga carré vaut 1 pour tout oméga. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition de Littlewood-Pelley. Et donc ça, c'est l'élément intéressant de la science, c'est qu'en fait, cette condition-là, et d'une certaine manière en analyse harmonique, ça existait bien avant même le travail de Jean Morley et Alex Grossman. Ça, c'est des années 1930. Littlewood-Pelley, leur travail en analyse harmonique était dans les années 30. Et donc, ce qu'ils ont observé, c'est que si vous pouvez effectivement... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que
si je prends les fréquences et que j'additionne toutes ces fonctions au carré, j'obtiens la fonction 1. Donc ça veut dire que j'ai bien couvert tout mon axe de fréquence avec ces ondelettes. Alors à ce moment-là, effectivement, on peut récupérer x à partir de tous les coefficients d'ondelettes. Pour ça, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire une somme sur toutes les échelles, de prendre les coefficients d'ondelettes et de les convoler à nouveau par la même ondelette, de faire un produit de convolution avec l'ondelette dilatée pris en U. Et donc, psi de 2 puissance JU, à nouveau, je vous rappelle, c'est 1 sur racine de 2 puissance J, psi de U sur 2 puissance J. Donc, comment on démontre ça? Là, maintenant, ça va se faire facilement. Tout bêtement, je calcule la transformée de Fourier. À gauche, ça va être la somme sur J. La produit de convolution, ça va être un produit dans le domaine de Fourier. La transformée de Fourier de ceci, eh bien, je l'ai calculé ici. C'est x de oméga fois racine de 2 puissance J fois la transformée de Fourier complexe conjugué de puissance J oméga. La transformée de Fourier de ceci, ben, c'est la même chose. Je vais devoir faire la transformée de Fourier de cette fonction dilatée. Ça va me donner à nouveau racine. Excusez-moi, il y a un 1 sur 2 puissance J ici. 1 sur 2 puissance J. J'ai un racine de 2 puissance J psi de 2 puissance J oméga. Et donc maintenant, les 2 puissances J, pour ça qu'il me le fallait, vont disparaître. Et ce qui me reste, c'est x d'oméga qui ne dépend pas de J. Donc j'ai x de oméga fois la somme sur J des psi de 2 puissance J oméga carré, et donc qui est égal à 1. Et donc vous récupérez bien x de oméga, et donc vous avez bien démontré, j'aurais dû commencer plutôt par me poser la question, quelle est cette fonction A, quelle est sa transformée de Fourier, et donc on observe que cette fonction A, ça vous redonne bien x de oméga. Donc j'ai bien démontré ici que la somme, ici, c'est bien x, et donc je reconstruis x. Donc ça me montre que modulo cette condition que l'axe des fréquences est bien couvert, je peux me restreindre simplement à des échelles qui sont sous forme de 2 puissance j. Mais l'ambition, elle va au-delà. Le but, l'effaceur est là, le but, ce n'est pas simplement de limiter le nombre d'échelles, c'est aussi d'échantillonner. Alors, je vais arrêter maintenant avec... Oups, j'en ai plus besoin. On peut remonter le tableau éventuellement, si c'est possible. Merci beaucoup. Le but maintenant, ça va être aussi de discrétiser la variable spatiale. Donc, pour l'instant, je sais que je peux me contenter de prendre des échelles qui sont des puissances de 2, mais la variable v, c'est une variable continue. Ce que je vais essayer de faire, c'est de discrétiser v. Alors, comment? Ben ça, je sais que c'est un filtrage pris en v. Donc, la question que je vais me poser, c'est à quelle fréquence il faut que j'échantillonne v pour pouvoir essentiellement perdre aucune information. Ce qu'on va voir, c'est que là, V, il suffit de l'échantillonner uniformément, et on va voir immédiatement l'intuition du pourquoi avec un pas qui est proportionnel à l'échelle. Alors pourquoi? Ben, votre ondelette, elle a une taille à une échelle de puissance j qui est proportionnelle à 2 puissance j. Si vous voulez bien couvrir tout votre signal avec ces ondelettes, il va falloir les translater, et on voit bien intuitivement qu'il va falloir les translater par une quantité qui est proportionnelle à 2 puissance j, de manière à ce qu'il y ait un bon recouvrement entre tous les supports de ces ondelettes dilatées par 2 puissance j. Maintenant, le résultat va être plus précis, c'est que la translation, je peux exactement la faire avec un pas qui est égal à l'échelle de puissance j. Donc quand l'échelle va augmenter, je vais avoir besoin de prendre de moins en moins de coefficients parce que l'ondelette est de plus en plus grande.
D'accord? Donc ça, c'est l'échantillonnage qu'on va faire dans ce plan. Et ce qu'on espère, c'est que donc il est suffisant de prendre un V qui est sous forme 2 puissance J fois un entier, et donc simplement de garder ces valeurs-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est que les coefficients d'ondelette? On a vu, on peut aussi les voir sous forme de produits scalaires. Donc, alors, normalement, l'ondelette, j'indique ici l'échelle et la position. Pour simplifier ces notations, je vais les appeler ψJn. Psi indice J indice n, c'est une ondelette qui est positionnée, qui a une échelle de puissance J, qui est positionnée au voisinage du point de puissance Jn. Donc ça, c'est un produit scalaire entre le signal et l'ondelette dilatée par 2 puissance J, positionnée au point de puissance Jn. Et ce que je prétends, c'est qu'à partir de ça, je devrais pouvoir récupérer x. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces familles de fonctions vont définir une représentation complète de mon espace. Ce que je vais imposer, c'est non seulement que ce soit une représentation complète, mais que ce soit une base orthonormale de l'espace, ici, l'espace de toutes les fonctions définies sur grand R. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle les bases orthonormales d'ondelette. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est possible de trouver des fonctions qui satisfassent ça? Alors, même chose, on va remonter dans le temps. La réponse à cette question, est-ce que c'est possible? C'est oui, et c'est connu depuis bien longtemps. Donc, vous voyez, quand on commence à regarder dans les archives mathématiques, on peut remonter dans le temps. Et en fait, on va remonter en 1909. Et en 1909, il y a un mathématicien qui s'appelle Alfred Haar qui a démontré qu'effectivement, on pouvait construire des bases orthogonales sous cette forme. Mais alors, il ne l'a pas démontré du tout dans un cadre général, il l'a démontré dans un cadre très particulier. Il a observé que si je prenais une fonction psi très particulière qui est celle-ci, et ça, c'est ce qu'on appelle l'ondelette de Haar, elle a un support entre 0 et 1, elle est égale à ici moins 1 et ici 1, avec une transition en 1,5. Et ce qu'il a observé, c'est que si vous prenez cette fonction et que vous prenez toutes les dilatées et toutes les translatées de cette fonction, ça définit bien une base orthonormale de mon espace. Alors pourquoi? Si vous regardez la fonction ψJn, ça va être une fonction localisée en 2 puissance Jn, translatée par 2 puissance Jn. Donc le point 0, il va se retrouver en 2 puissance Jn. Elle est dilatée, donc le point demi, il va être dilaté, c'est-à-dire que je vais avoir une fonction dont le support n'est plus égal à 1, mais est égal à 2 puissance J, donc qui va être entre 2 puissance Jn et 2 puissance Jn plus 1, et qui va être égal comme ceci, à une valeur négative, positive, et puis l'amplitude, c'est racine de 2 puissance J à cause de la normalisation. Et donc, si vous prenez une autre fonction ψJn, vous allez observer à la même échelle que son support est disjoint. Donc, forcément, elles sont orthogonales. Si vous prenez une ondelette à une échelle plus petite ou plus grande, je vous laisse vérifier comme l'ondelette va être constante sur ce support, si elle est plus grande ou elle va être oscillée à l'intérieur, que le produit scalaire va être 0. Ça, c'est immédiat à voir. La question, c'est pourquoi est-ce que n'importe quelle fonction peut s'écrire sous cette forme? On va le voir. C'est essentiellement parce que n'importe quelle fonction peut s'approximer par une fonction constante par morceau sur des intervalles de plus en plus petits, et c'est ce que ce type de fonction va pouvoir construire. Alors, je reviendrai là-dessus quand on va regarder le cadre plus général. Et puis, il y a une autre ondelette. À nouveau, on va remonter dans le temps, mais un peu moins, 1950 à peu près, qui est liée au théorème d'échantillonnage de Shannon. Donc, j'ai appelé ça l'ondelette de Shannon. Alors, l'ondelette de Shannon, pour la regarder, il faut la regarder en fréquence. Et en fait, d'une certaine manière,
ça va correspondre aux ondelettes qui satisfont la condition de Littlewood-Pellet. Je vais prendre une ondelette dont le support est entre π et 2π. Donc d'une certaine manière, ça va être un filtre passe-bande parfait, entre -π et -2π. Voilà une ondelette. Donc en traitement du signal, on appelle ça un filtre passe-bande parfait parce que ça ne sélectionne que les fréquences exactement dans une bande de fréquences, puis ça met à 0 tout ce qui est à l'extérieur. Vous observez, cette fonction, elle a un support de taille π, et si je la dilate par 2 puissance j en fréquence, elle va avoir un support de taille 2 puissance jπ. Pourquoi est-ce que ça va être suffisant comme échantillonnage? À cause du théorème d'échantillonnage. C'est-à-dire que la largeur de bande de cette fonction est suffisamment petite pour qu'un échantillonnage avec un pas de 2 puissance j soit suffisant pour reconstruire la valeur de la fonction en n'importe quel point V. Et on peut vérifier que si on dilate ces fonctions, elles sont toutes orthonormales et qu'elles vont donc ensuite, comme elles satisfont la propriété de Littlewood-Pellet, pouvoir reconstruire n'importe quelle fonction. Donc ça, on va le voir aussi. Et on voit qu'il y avait deux exemples qui étaient connus depuis très longtemps. Simplement, ces deux exemples ne sont pas très bons, parce que d'un côté, là, on a une ondelette de Haar qui est discontinue et qui a un seul moment nul, c'est-à-dire qu'elle est capable que d'éliminer des parties régulières qui sont, disons, non dérivables. Elle ne peut pas éliminer des polynômes de degré plus grand que 1. Et de l'autre côté, on a l'ondelette de Shannon qui, elle, est à support compact en Fourier. Donc, en espace, c'est une fonction qui est C infini, mais elle décroît, vous pouvez faire le calcul de sa valeur en espace, elle décroît en espace psi de U, simplement comme 1 sur U. Et je vous laisse en exercice calculer ce que c'est que psi de U. Et le fait qu'elle décroisse comme 1 sur U, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ondelette, elle n'est pas très bien localisée. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait avoir? C'est des ondelettes qui sont à la fois bien localisées et qui sont régulières, et donc sortir de ce cadre-là. Donc ça, on pensait que ce n'était pas possible. La découverte, elle a été faite par Yves Meyer en 1986, où il a démontré que, en fait, lui était persuadé que ce n'était pas possible d'en construire. Donc il a essayé de démontrer que ce n'était pas possible de construire des bases orthonormales d'ondelettes en dehors de ces deux exemples particuliers. Donc ça, j'avais expliqué ça au cours dernier, c'était lié au principe d'incertitude, parce qu'on avait l'impression que ça violait en quelque sorte une condition qui avait été démontrée par Balian et Lowe sur les bases orthogonales. Et la grande surprise, c'est que si, c'était possible. C'est-à-dire qu'en essayant de démontrer que ce n'était pas possible, il est arrivé sur un contre-exemple. En fait, ça, c'est une démarche très naturelle en maths. Quand vous voulez démontrer quelque chose, vous prenez le contre-pied et vous essayez de voir si le contre-pied marche. Donc ici, prendre le contre-pied, ça consistait à essayer de construire une base d'ondelettes pour essayer de se rendre compte pourquoi ce n'était pas possible. Et en essayant de construire une base d'ondelettes pour se rendre compte pourquoi ce n'était pas possible, eh bien, il a réussi à en construire une et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était possible. Et donc ça a été les premières bases d'Yves Meyer en 1986, qui sont à la fois C infini à décroissance rapide, et ensuite s'est posé la question, OK, quelles sont les familles de toutes les bases orthonormales possibles? C'est lié à quoi? Et donc c'est ce qu'on va maintenant introduire, et c'est lié à des notions qu'on appelle les multirésolutions. Donc ça, c'était le sujet sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse. Alors, ce que je vais faire là, c'est vous introduire ces notions mathématiques autour des multirésolutions pour la construction des ondelettes. Mais quand on va faire ça, en fait, il va y avoir un certain nombre d'outils assez fondamentaux en traitement du signal et en analyse de données que je voudrais introduire. La première chose, c'est on va voir le théorème d'échantillonnage de Shannon, évidemment, qui est au cœur de tout ça. Mais on va le voir de façon beaucoup plus générale que la façon dont on a l'habitude de le voir. Et on va se rendre compte que c'est un théorème qui se généralise de façon où il y a beaucoup plus d'exemples que simplement l'exemple de Shannon. Et c'est cette généralisation qui va nous amener à ces notions de multirésolution. Et ces notions de multirésolution, ça va être la façon
dont on va approcher, donc on peut voir sous forme d'une forme d'échantillonnage généralisé, la construction de ces bases d'ondelettes. L'idée est la suivante. Les ondelettes, c'est des choses qui vont en quelque sorte vous calculer des variations locales. Donc on peut voir ça comme des détails. Et ces détails, on va voir que c'est exactement les détails dont on a besoin pour progressivement améliorer la résolution d'une fonction. Et là, on va tomber sur des notions qui sont très importantes en maths, parce que l'approximation multirésolution, c'est toutes les approximations de multigrilles qu'on retrouve partout en analyse numérique, en probabilité aussi, et donc je reviendrai un peu là-dessus. Et puis, à partir de là, on va construire les bases orthonormales d'ondelettes. Donc ça, il y a un autre élément que ça va faire apparaître, c'est le lien avec tout le traitement du signal et les algorithmes de filtrage, de bande-filtre. Alors pourquoi est-ce que ces algorithmes de bande-filtre, qui ont été aussi très étudiés en traitement du signal, sont très importants maintenant, notamment en apprentissage? Parce qu'en fait, ça apparaît à la base des réseaux de neurones profonds. On va voir que, comme vous le savez, les réseaux de neurones profonds, ils s'obtiennent en partant du signal X et puis en faisant une cascade de filtrage sous échantillonnage, filtrage sous échantillonnage, filtrage sous échantillonnage, avec des non-linéarités au milieu. Ces algorithmes de filtrage sous échantillonnage, on va voir qu'ils apparaissent très naturellement, justement pour construire ces bases d'ondelettes et en fait pour construire des représentations multi-échelles qui apparaissent au cœur de ces réseaux de neurones, sauf que les réseaux de neurones incluent une non-linéarité dont on a parlé, qui sont les relus, et qui rendent les maths beaucoup plus compliquées. Mais ça va être déjà le premier élément de base. Et puis, on va évidemment revenir au but de notre voyage, c'est-à-dire aux approximations en basse dimension, et à cette notion de parcimonie, puisque c'était la motivation depuis le début. Si on a une fonction qui est régulière par morceau, comment est-ce que ça se fait qu'effectivement on arrive à construire des représentations efficaces? Eh bien, c'est en utilisant, en l'occurrence, ces bases d'ondelettes. Donc ça va être le programme. Donc en cours de route, d'une certaine manière, on va voir pas mal ou en tout cas revisiter pas mal de notions qui sont importantes de manière complètement générale en traitement de données, en traitement du signal, etc. Voilà. Alors, on va commencer par le théorème d'échantillonnage. Donc, le théorème d'échantillonnage, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par vous le présenter de façon classique, et puis je vais l'étendre et on va voir le lien notamment avec toutes les notions d'approximation linéaire qui étaient au cœur de toute la première partie du cours. Alors, il y a un résultat qui est fondamental pour comprendre le théorème d'échantillonnage que je vais séparer, qui est simplement le fait que quand vous avez une fonction que vous l'échantillonnez, dans le domaine de Fourier, ça vous donne une périodisation. Donc, si jamais, donc ça c'est théorème, il démontre qu'un échantillonnage, c'est équivalent à une périodisation en Fourier. Donc, je vous dis que si, donc on va définir x de nt, donc là j'ai un intervalle d'échantillonnage que j'appelle grand T, donc est un échantillonnage d'une fonction qui est fonction d'une variable continue, x de u. Je vais supposer que c'est défini partout dans grand R pour ne pas avoir de problème de bord. Alors, si je regarde la série de Fourier, donc la transformée de Fourier associée à ces échantillons, eh bien c'est une série de Fourier, c'est la somme des x de nt e puissance moins i nt oméga. Si je regarde la somme sur tout n, eh bien je peux le relier à la transformée de Fourier de x, et en fait ça revient à périodiser de pi sur t, somme des x de oméga
moins 2k pi sur t sur tout k de moins l'infini à plus l'infini. Et n, ici, va moins l'infini à plus l'infini. Alors, ça, c'est vraiment un résultat très important en analyse de Fourier, qui peut être vu comme une conséquence de la formule de Poisson, mais que je vais démontrer directement à partir des séries de Fourier. Je voudrais juste le montrer sous forme de dessin. Et le théorème d'échantillonnage de Shannon, c'est une conséquence immédiate de ce résultat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je regarde ma fonction spatiale, ici, x comme une fonction de u, je peux regarder cette fonction dans le domaine de Fourier, et si la fonction est régulière, eh bien, je m'attends à ce que la transformée de Fourier décroisse assez vite quand la fréquence oméga augmente. D'accord? Et maintenant, si je prends cette fonction et je ne garde qu'un échantillonnage, donc c'est-à-dire je prends les valeurs comme ceci, échantillonnées uniformément avec un pâté, eh bien ce que je dis, c'est que ça revient à prendre cette fonction, la translater de 2pi sur t, 2kpi sur t, donc là elle est centrée en 0, je vais la translater ici en 2pi et sur t, 4pi sur t, moins 2pi sur t, moins 4pi sur t. Donc voilà toutes les versions translatées de cette fonction. Elle est là, elle est là, elle est là. Et maintenant, je somme tout ça. Et si je somme ceci, c'est la somme que vous voyez à droite, eh bien vous allez avoir une fonction qui va avoir une tête comme ça. Et ça va être la transformée de Fourier après échantillonnage. Alors, comment on démontre ça? Je vais appeler A de oméga cette fonction. Et ce que je voudrais, c'est démontrer que la transformée de Fourier, que A de oméga, c'est bien la série de Fourier associée à cette fonction. Et dire que A de oméga, c'est la série de Fourier associée à cette fonction, ça veut dire que si j'inverse A de oméga, donc A de oméga, je peux toujours l'avoir comme donc une série de Fourier, comme une somme de A de n e puissance. Alors, A de oméga, elle est 2pi sur t périodique. Donc, comme elle est 2pi sur t périodique, je peux l'écrire comme une série de Fourier. D'accord? Donc, je peux l'écrire comme e puissance moins i nt oméga, comme une somme sur n. Et ce que je voudrais démontrer, pour démontrer cette formule, c'est que les A de n sont égales au x de nt. Donc là, je pars de ceci, et je vais démontrer que A de oméga, c'est bien une série de Fourier, et que A de n va être égal au x de nt. Donc ce que je veux, c'est évaluer A de n à partir de cette formule. Donc A de n, qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient d'une série de Fourier, donc c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de A de oméga, e puissance i n t oméga d oméga. D'accord? C'est la façon dont on récupère, c'est le produit scalaire entre A de oméga et e puissance int oméga. D'accord? Donc voilà A de n, et maintenant je peux faire le calcul. Donc j'ai 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, 1 sur 2pi t, parce que, excusez-moi, il faut intégrer sur la période, c'est 1 sur 2pi t, donc c'est t sur 2pi. Ici. Donc 0 sur 2pi t, de 2pi, et là j'ai un t, 2pi sur t, de somme sur k, dx de oméga moins 2k pi sur t,
Et puis ça, il faut que je le multiplie par l'exponentielle fois d oméga. Donc là, je suis en train de calculer le coefficient associé à la série de Fourier en remplaçant A par son expression. Donc les t ici disparaissent. Et je vais avoir une intégrale de 0 à 2pi de x de oméga moins 2k'. Ce que je vais faire, c'est inverser la somme et l'intégrale. Donc là, je vais inverser la somme et l'intégrale. J'ai donc l'intégrale de la somme sur k, et l'intégrale, c'est sur une période. Et maintenant, je vais faire un changement de variable. Le moins 2k' sur t, je pourrais l'écrire comme plus 2k' sur t, parce que k va de moins l'infini à plus l'infini. Donc je vais faire un changement de variable oméga' égale oméga plus 2k' sur t. Si je fais ce changement de variable, ici, je vais avoir un oméga', donc je vais vous le faire. Je vais avoir, alors, excusez-moi, j'ai pas, il faut que j'inverse la somme. Donc j'ai une somme sur k et l'intégrale de 0 à 2pi sur t. Donc si je fais ce changement de variable, oméga', maintenant, il va 2k' sur t. Il va varier de 2k' sur t à 2k' plus 1 sur t. Là, je vais avoir oméga'. Et là, je vais avoir oméga'. Donc le oméga devient oméga' moins 2k' sur t, mais comme ceci, c'est une fonction qui est 2pi sur t périodique, c'est la même chose que e puissance in de oméga' d oméga'. Et maintenant, j'ai une somme sur k de chacune de ces intégrales. Ça va être donc la même chose que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de oméga, e puissance in t oméga d oméga. Et là, il me manque un 1 sur 2pi. C'est qu'en fait, celui-là, il me manque un 1 sur 2pi, parce que ça ne doit pas être 2pi sur t, mais ça doit être un 1 sur t. Oui, c'est un 1 sur t. Donc j'ai mis un 2pi de trop, donc j'ai un 1 sur 2pi. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous reconnaissez l'intégrale de Fourier de x en nt. Donc ça vaut bien x de nt. Et donc j'ai bien démontré que a de n, ça vaut la valeur de l'échantillon. Donc ça, c'est un résultat vraiment, vraiment important quand on fait du traitement de données, c'est qu'on fait des transformés de Fourier partout. Quand on fait des transformés de Fourier, bien souvent, on va échantillonner le signal. Et bien, dans le domaine de Fourier, ça veut dire qu'on va périodiser. OK, donc on va appliquer ça. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est la question du théorème d'échantillonnage. Et le théorème d'échantillonnage, qu'est-ce qu'il pose comme question? C'est comment est-ce qu'on récupère x à partir de cet échantillonnage. Bien, ça, c'est donné par le théorème de Shannon, que je vous donne ici, qui est une conséquence immédiate de ce résultat. Le théorème de Shannon, il dit quoi? Alors, il a beaucoup de noms, ce théorème. Whittaker, dans les années 30, l'a démontré, puis Nyquist, puis Shannon. Disons, le théorème d'échantillonnage, il dit que si le support, la transformée de Fourier, d'ailleurs, on va le démontrer avant même de le donner. Question qu'on se pose, c'est à partir de ça, on voudrait récupérer x de u. Donc une autre manière de le dire, c'est qu'à partir de la courbe rouge, on voudrait récupérer la transformée de Fourier de x, c'est-à-dire x de oméga. Alors, il ne faut pas rêver, ça ne va pas être possible en général, parce que si vous connaissez des échantillons et que votre vraie fonction, elle varie de façon assez violente entre les échantillons, ça va être sans espoir.
Donc il est évident que pour être capable de récupérer x à partir d'un échantillonnage, il faut que la fonction soit régulière. Autrement dit, il n'y a rien de dramatique qui se passe entre deux échantillons. Qui dit régulière dit qu'il faut que la transformée de Fourier décroisse. Donc la question qu'on se pose, c'est quel genre de décroissance il va falloir pour qu'à partir de la courbe rouge, on revienne à la courbe blanche. Et là, il y a une condition immédiate qui apparaît, qui se dit, ah oui, mais ce qui serait bien pratique, comme j'ai translaté ces fonctions, c'est si ces fonctions translatées ne se recouvraient pas. Si donc ma fonction a une décroissance telle que son support soit entre moins pi sur t et pi sur t. Donc ça vous donne une condition de régularité très forte, d'accord, qui est exprimée par le fait que la fonction a un support compact en Fourier entre moins pi sur t et pi sur t, donc elle est infiniment continuellement dérivable, elle est vraiment très régulière. Eh bien, quand vous faites sa translation, vous allez obtenir des composantes qui maintenant ne vont plus se recouvrir. Donc le problème, c'est à partir de cette courbe-là, qui est la somme de toutes ces composantes, récupérer ça. Ben là, maintenant, le problème il devient assez clair. Ce qui suffit, si j'ai cette condition, donc si le support de la transformée de Fourier est entre moins pi sur t et pi sur t, alors, comment je vais faire pour la récupérer? Ben, ce qui va me suffire de faire, c'est de prendre la bande centrale, qui est ici, entre moins pi sur t et pi sur t, et d'éliminer toutes les autres. Et il est évident maintenant que si je fais ce produit, je vais bien retomber sur pi sur t. Simplement, là, j'avais un facteur d'amplitude qui était 1 sur t, donc il faut que je multiplie par t. Donc je vais définir un filtre que je vais appeler phi t de oméga, d'accord? Et je filtre, et hop, je récupère x de oméga. Donc dans le domaine spatial, ça veut dire quoi? C'est que je vais prendre ça, je vais faire une convolution avec phi t de u, et je vais récupérer donc phi t de u. Alors, quelle est la transformée de Fourier inverse de l'indicateur moins pi sur t, pi sur t? Ben, je vous laisse vérifier, c'est un sinus cardinal. Ça, c'est pi t u sur t sur pi t, excusez-moi, la variable c'est u, pi u sur t sur pi u sur grand t. Et donc, la convolution, ça va vous définir une interpolation qui va vous redonner x de u. Donc, ça veut dire quoi? On vient de démontrer, en fait, que si le support de x est entre moins pi sur t, alors x de u peut s'écrire comme une somme sur n des valeurs de x de nt. Et quand je vais faire la convolution, ça va revenir à me donner phi t de u moins nt avec phi t de u, qui est le sinus cardinal. Alors là, je vais un peu vite. Vous retrouverez la démonstration plus en détail dans les notes, mais ce qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, c'est une simple conséquence de théorème de périodisation qui vous dit que si vous avez des composantes qui ne se recouvrent pas, et ça, on dit qu'il n'y a pas d'aliasing, le recouvrement, c'est ce qu'on appelle de l'aliasing en anglais. On récupère l'interpolation. Alors, ce théorème qui est classique, que vous avez tous vu plein de fois, je vais juste le regarder avec un peu de distance. Ce théorème, il dit que si le support est entre moins pi sur t en Fourier, tout se passe bien. Alors, il y a une notion qui vient immédiatement derrière, c'est que si je ne suis pas dans ce cas-là, d'accord, c'est-à-dire que si j'ai une fonction dont le support en Fourier est plus large, ben comme on l'avait mentionné, je vais avoir des composantes translatées qui se recouvrent, et quand je vais faire la somme, je vais avoir une superposition et si je sélectionne les basses fréquences, je ne vais pas du tout réobtenir le signal d'origine parce que j'ai des recouvrements de fréquences ici. Il va y avoir comme des effets de repliement qu'on appelle l'aliasing. Donc, comment est-ce qu'on fait en traitement du signal
pour éviter ce genre de phénomène, on dit OK, tout ce que je peux récupérer, c'est des fréquences entre moins pi sur t, donc je commence par limiter les fréquences. Donc là, je vous donne l'intuition de traitement du signal d'abord. Et comment on limite les fréquences? On fait ce qu'on appelle du préfiltrage. Donc en langage de traitement du signal, on dit je prends le signal X, de toute manière, je ne vais jamais pouvoir récupérer les trop hautes fréquences à partir d'un échantillonnage avec intervalle T. Donc ce que je commence par faire, c'est éliminer toutes les hautes fréquences. Et comment je les élimine? Je vais précisément utiliser ce filtre passe-bas idéal, qui est phi t, parce que si je commence par faire ça, j'obtiens un signal xt de U, et ce signal xt, sa transformée de Fourier, c'est quoi? C'est la transformée de Fourier de x fois la transformée de Fourier de mon filtre, et évidemment, comme mon filtre, il vaut 0 en dehors de cet intervalle, son support est bien inclus dans moins pi sur t, pi sur t. Donc en limitant les fréquences, j'ai un signal qui maintenant rentre dans le théorème, puisque le support va être entre moins pi sur t, donc je vais pouvoir le récupérer à partir de ces échantillons. Et ces échantillons, ils sont obtenus par convolution. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit si j'ai un signal qui vit dans tout mon espace, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par éliminer les hautes fréquences pour le reconstruire. Ce qu'on vient de faire là, c'est un exemple particulier d'approximation linéaire. Et donc c'est ça que je vais vous montrer. Et ensuite, on va voir comment on va pouvoir généraliser les théorèmes d'échantillonnage qui vont être faits par les multirésolutions, et notamment ensuite construire les bases orthonormales d'ondettes. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment on peut voir ce théorème de façon un peu plus formelle, mais qui va nous permettre de le généraliser. Qu'est-ce qu'a fait cet échantillonnage? En fait, on le voit là, ce qu'on est en train de faire pour la reconstruction, c'est de s'imposer que le support est entre moins pi sur t, pi sur t. Donc, on est en train d'imposer que x, en tout cas ce que je vais reconstruire, appartient à un espace linéaire qui est l'ensemble des x, tel que la transformée de Fourier de x a un support dans moins pi sur t, pi sur t. Ça, c'est un espace linéaire. C'est toutes les fonctions dont la transformée de Fourier est à bande limitée. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? Je suis en train de prendre un signal x et de l'approximer par quoi? Par une interpolation. Alors, qu'est-ce que c'est que les phi t? Les phi t de t moins nt, U. En fait, c'est une base orthonormale orthogonale en l'occurrence, elle n'est pas normalisée, orthogonale de V. Alors comment ça se voit? Déjà, chacune de ces fonctions, évidemment, elle appartient à Vt parce que la transformée de Fourier de phi t est à support entre moins pi sur t, pi sur t. Puis si vous voulez regarder un produit de convolution, les produits de scalaires entre ces fonctions, donc je peux prendre entre nt et translaté par nt', m'T. Regardez ces produits scalaires. Donc c'est l'intégrale de phi de u moins nt, phi de u moins nt', du. Alors vous faites un changement de variable, par exemple u' égale u moins nt' ou u moins nt, je vais avoir ici u, et ici u moins n, excusez-moi, c'est n'T, donc ça va être n moins m', n' moins n, t. Je peux tout repasser de l'autre côté.
Donc, oh, je n'ai même pas besoin de faire ça. Bon, je l'ai fait. Donc ça, c'est une variable P. Donc en fait, c'est la même chose que d'observer que phi de U va être orthogonal à U moins PT. Et pourquoi? Pour ça, on va toujours se placer en Fourier, parce qu'évidemment, ce qu'on sait, c'est que phi a une expression très simple en Fourier. Donc on va appliquer la formule de Plancherel. Donc ça, c'est des démonstrations très classiques qui vous dit que c'est 1 sur 2pi la transformée de Fourier de cette fonction, phi de oméga, fois la transformée de Fourier de cette fonction. Et ça, c'est phi de oméga, mais comme elle est translatée de pt, ça va me donner e puissance moins i pt oméga, t oméga. Et maintenant, vous remplacez phi de oméga par ce que c'est 1 sur cet intervalle. Donc cette intégrale, ça va devenir 1, et ça va limiter l'intervalle de moins pi sur t à pi sur t. Et si p est différent de 0, comme ça, c'est une fonction qui est 2pi sur t périodique, ça va être 0, sauf si p est égal à 0, auquel cas ça va être 1. Autrement dit, c'est un Dirac. Donc, tous les produits scalaires valent 0. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que ça a bien une base orthogonale. Comme vous avez une base orthogonale, d'abord, quelle est la meilleure approximation d'un signal x dans cet espace? C'est la projection orthonormale de x dans l'espace. C'est ce qu'on a vu constamment. Comment est-ce qu'on calcule cette projection? Eh bien, en calculant les produits scalaires de x avec chacune de ces fonctions. D'accord? Ça, c'est la meilleure approximation possible. Et l'erreur, c'est la différence. Et l'erreur, on va voir comment on va la calculer en ondelette. Maintenant, si x appartient à l'espace Vt, évidemment, si x appartient à mon espace, x est égal à sa projection orthogonale. Et là, vous avez le théorème d'échantillonnage, parce que c'est ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est que si x appartient à l'espace, ça c'est la condition, et à ce moment-là, x s'écrit comme une combinaison linéaire, en fait, ça c'est exactement la projection orthogonale de x. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce théorème d'échantillonnage, c'est un cas très particulier d'approximation linéaire où vous avez pris pour phi un filtre comme ça. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut en prendre plein d'autres, que la base de Haar va nous en définir d'autres. Et pourquoi on va en prendre d'autres? Ce n'est pas juste pour le plaisir de la généralisation, c'est que ce filtre-là, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il est discontinu en Fourier, donc en espace, il décroît comme 1 sur x, et donc ce n'est pas pratique, c'est très délocalisé. Et donc, ça va être ça, le centre de tout ce qu'on va faire. C'est la manière, ça va être de généraliser ça, et une fois qu'on a généralisé ça, on va pouvoir construire les bases d'ondelettes. Alors, je vais m'arrêter là, mais je voudrais juste vous donner une idée un peu de où on va. Alors, comme c'est souvent le cas, je me rends compte, je vais plus lentement que attendu. Ceci étant, je pense que pour ce cours-là, ce que je voudrais, c'est vraiment vous donner les éléments mathématiques de base, plutôt que les applications. Donc je vais aller à mon rythme, parce que même en allant à mon rythme, ça va quand même assez vite. Il y a beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on est en train de couvrir. Et ce qui est important, c'est quand même d'avoir la ligne de pensée sur toutes les techniques. Il y a quand même des résultats de base, comme ces théorèmes au fur et à mesure que je vous donne, qui sont importants et qui valent le coup de garder dans votre sac d'outils mathématiques. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est cet espace Vt, en fait, on va le généraliser. Et la notion de multirésolution, ça va consister à définir des espaces emboîtés qui, en fait, on le voit bien dans le cas des images, vont consister à dire si je prends une image avec tous ses détails, etc., et puis les petites maisons qui sont... Il y a un stade du dessin, vous savez, qui est le stade de 7 ans.
Donc il y a le stade de 2 ans. 2 ans, c'est on dessine en bâtonnet. 7 ans, c'est la maison, le travail, etc. Et il y a des gens qui ne dépassent pas ce stade. Et voilà, j'en fais partie. Donc je suis désolé, c'est pas. Mais l'idée, elle est là, c'est que vous avez plein de détails dans votre image. Et ces détails, ils ne vont pas être forcément fondamentaux pour reconnaître les structures principales, c'est-à-dire si le visage, les grandes structures des maisons, etc. Et ce qu'on s'est rendu compte très vite, en vision par ordinateur notamment, c'est que, en fait, au lieu de travailler dans une grande image comme ça, eh bien, on pouvait travailler sur des images de résolution beaucoup plus petites et récupérer éventuellement les structures essentielles. Donc la question qu'on a commencé à se poser, c'est comment modifier la résolution tout en préservant le plus d'informations possible et donc en ayant les meilleures approximations possibles de l'image originale à travers ces résolutions. Cette question-là, elle apparaît partout aussi dans les techniques de résolution d'équations différentielles, à travers ce qu'on appelle les techniques multigrilles, parce qu'on se rend compte que quand on veut calculer les solutions d'une équation, eh bien, plutôt que de se placer tout de suite en très haute résolution, l'opérateur peut être bien mieux conditionné sur les basses fréquences en commençant par approximer la solution à basse fréquence, et ensuite, en augmentant progressivement la résolution, de manière à récupérer en quelque sorte les détails, les composantes les plus hautes fréquences de la solution. Donc travailler sur ces grilles variables, ça va consister à travailler sur des échantillonnages T, ici, qui vont être variables. Et donc, la question qui se pose, c'est quel est le cadre mathématique qu'on peut poser pour essayer de comprendre cette structure d'aller-retour là-dedans. Et où est-ce que vont apparaître les ondelettes? C'est qu'évidemment, il va falloir passer d'une échelle à l'autre, comme ça. Et pour passer d'une échelle à l'autre, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir rajouter les détails qui sont nécessaires pour raffiner l'image. Ces détails, ça va correspondre exactement au coefficient d'ondelette. Et si vous avez une image qui est régulière par morceau, ils vont être parcimonieux, autrement dit, la quantité de détails qu'il faut rajouter n'est pas absolument énorme. Pourquoi? Parce qu'elle va être essentiellement localisée près des contours, près des singularités. Donc, c'est cette structure qu'on va construire, et en construisant cette structure, on va voir pourquoi on est naturellement amené à des algorithmes où il y a des cascades de filtres qui vont apparaître complètement naturellement comme étant les liens qui vont nous amener d'une échelle à l'autre. Et donc, ces algorithmes qu'on voit notamment de façon beaucoup plus sophistiquée dans ces réseaux de neurones, on voit apparaître ces filtres qui ont avec ces échantillonnages variables, c'est des éléments qui permettent de se balader dans cet espace à travers les échelles. Donc voilà, on va voir tout ça la fois prochaine, et après, on regardera les approximations parcimonieuses à partir de tout ça. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup.